Bruno Retailleau, mais le ministre de l'Intérieur démissionnaire affirme sur TF1 qu'il ne se sent pas du tout responsable du départ de Sébastien Lecornu. Hier, j'ai été reçu pendant 1h30 par le Premier ministre, quelques minutes avant que la composition du gouvernement ne soit donnée. Jamais il ne m'a dit, il m'a caché, qu'il y aurait la nomination de Bruno Le Maire. Donc un problème de confiance. Quand on est dans une équipe, on a besoin de confiance. Et ensuite la rupture. Le Premier ministre, vous l'avez entendu comme moi, il voulait cette rupture. Moi j'ai ressenti hier ce que des millions de Français ont aussi ressenti. Pourquoi ? On promet une rupture et on se retrouve avec des chevaux de retour. De son côté, la France Insoumise propose aux autres partis de gauche une rencontre dans l'après-midi afin d'envisager toutes les hypothèses ouvertes par cette situation. Dans l'actualité aussi, Gisèle Pelicot, de nouveau confrontée à l'un de ses agresseurs présumés. Le procès en appel des viols de Mazan s'est ouvert aujourd'hui devant la cour d'assises d'appel du Gard. Un homme de 44 ans est jugé pour viol aggravé. Il a toujours nié avoir violé Gisèle Pelicot. Il avait été arrêté en Iran pour espionnage. Un jeune cycliste franco-allemand vient d'être acquitté par la justice iranienne. Âgé de 19 ans, il avait été interpellé alors qu'il traversait le pays à vélo en solitaire au 3e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Et puis le prix Nobel de médecine décerné à 2 Américains et un Japonais. Ils sont récompensés pour leur recherche sur le contrôle du système immunitaire. Selon le comité du prix Nobel, ces découvertes stimulent le développement de nouveaux traitements, par exemple pour le cancer et les maladies auto-immunes. Voilà pour l'actualité. Très bon après-midi à tous. Tout de suite, nous retrouvons Jean-Paul Delperrier pour le résultat des courses. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Nous étions aujourd'hui sur l'hippodrome d'Onguin pour le tiercé quarté Quintet Plus, qui avait la victoire du 14 Inside Spoken devant le 9 Garou Lyonnais, 6 Impact Player, 7 Intrépide des Bois et 10 Ilio Maneto. 14, 9, 6, 7 et 10 pour la bonne combinaison. Merci Jean-Paul Delperrier et ces résultats, vous les retrouvez sur sudradio.fr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et nous allons parler du genre. Et oui, la question du genre, c'est une question finalement assez récente, à tel point d'ailleurs qu'elle n'est peut-être pas encore tout à fait comprise par le plus grand nombre, qui a tendance à la confondre avec la question trans. Alors, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir, enfin, si, un peu tout de même, et on verra en quoi il y a un rapport durant ces 2 heures. Je suis en compagnie d'une psychologue et sexologue, Marie-Laure Peretti, qui s'est intéressée à la question trans bien avant que ce sujet soit sans cesse abordé dans les médias, et pas toujours très intelligemment d'ailleurs, parce que entre les médias qui veulent faire peur et ceux qui veulent faire du prosélytisme, c'est un peu n'importe quoi. Alors nous, on va essayer ensemble de mieux comprendre de quoi on parle quand on parle de transgenre. On va essayer aussi de savoir ce que ça signifie, ce besoin de changer d'identité sexuelle, c'est-à-dire de se sentir homme dans un corps de femme ou de se sentir femme dans un corps d'homme. Et bien sûr, je compte sur vos témoignages. Alors, vous nous appelez au 0826 300 300 ou vous envoyez un SMS, vous envoyez Brigitte, votre message 7 20 18. Marie-Laure Peretti, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Vous êtes sexologue et vous aviez fait votre thèse sur la question de la transsexualité, puisqu'à l'époque, on parlait de transsexualité. On disait pire que cela, on disait transsexualisme. Ah oui, oui. Ah oui. Oui. Et donc on en faisait une question sexuelle. Exactement. Alors qu'en fait c'est une question d'identité. Vous êtes d'accord avec ça ? Absolument. D'ailleurs, j'ai soutenu ma thèse en 2005, donc ça fait presque 20 ans. Et moi je ne pouvais pas utiliser un autre terme que transsexualisé. Mais à la fin de ma thèse, je disais qu'il fallait arrêter d'utiliser ce terme et plutôt utiliser le genre. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est toute la différence entre genre et sexualité. En fait, genre, ça veut dire que on peut être une femme et puis avoir un comportement d'homme. Par exemple. En ayant de multiples partenaires, en aimant le sexe. Bon, je crois que vous me comprenez, tous. Mais on peut aussi être un homme et se sentir profondément féminin. Et croire, j'ai envie de dire croire, être une femme au fond. Et se dire que... Alors, la question trans, c'est qu'on ne se sent pas bien du tout dans son corps. C'est que le corps dans lequel on a été, on est né, on est assigné, on pourrait dire, on n'est pas bien. C'est pour ça qu'on va... On n'est pas d'accord avec le corps biologique qu'on a. C'est pas qu'on n'est pas d'accord.
C'est que c'est plus fort que pas d'accord. C'est que vraiment on se sent pas bien du tout. Ça ne correspond pas. En fait, ça ne correspond pas à ce qu'on ressent. Je suis née mâle ou femelle, sauf que moi, je ne me sens pas ce mâle ou cette femelle. Je me sens autre. Et c'est pour ça que c'est si compliqué à comprendre, parce qu'on se dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Peut-être que les gens se disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour les personnes, à partir du moment où le ressenti psychique va correspondre avec cette enveloppe corporelle, les choses s'arrangent. Absolument. Et c'est pour ça que ça n'a rien de sexuel, dans le sens où c'est vraiment une question d'identité et non pas de désir pour faire l'amour avec qui que ce soit. Complètement. Parce que ça, c'est la question de l'orientation, du désir, effectivement, comme vous dites. Et la question du genre, ou de l'assignation, ou de ce ressenti de ce qu'on est, c'est la question de l'identité. Elle ne se définit pas par rapport à l'orientation. On est bien d'accord. Ce qui est deux choses très 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 différentes. Alors ça existe depuis la nuit des temps. Ah oui. Ce sentiment de ne pas faire partie, enfin de ne pas être une femme dans ce corps de femme. C'est repéré depuis très très longtemps, puisque on en trouve des traces dans, par exemple, les récits de ce fabuliste extraordinaire. Ça y est, je l'ai oublié. Moi, je connais La Fontaine comme fabuliste. Bien encore avant. Ésope. Oui, c'est ça. Où on va trouver des traces justement de personnes qui ne sont pas nommées trans, puisque à l'époque on parle de métamorphose. Ah voilà, c'est Ovide, pardon, le poète Ovide. Donc on va trouver des traces de métamorphose de beaucoup plus de femmes vers hommes d'ailleurs que d'hommes vers femmes. Mais on en trouve quand même une donc ça veut dire que si le phénomène est repéré, enfin est raconté, ça veut dire qu'il est repéré, il est vu. Et puis ensuite, on va trouver dans la Bible une première interdiction. Donc là, c'est pareil, si on trouve une interdiction, donc on interdit, et c'est écrit nominativement, une femme ne portera pas un habit d'homme, car celui qui fait cela est un perverti. Oui, pour ton Dieu Yahvé. Donc si on en met une interdiction, ça veut dire que la question, la chose, le vécu est repéré, est vu. Absolument. Ça veut dire que ça existe. Oui. Exactement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que on a commencé à en parler un peu, on va dire, après les années 70, avec quelques stars comme Coccinelle, etc. Bambi, oui. Et puis aujourd'hui, c'est devenu presque un phénomène de mode. Oui. Et c'est un peu dommage parce que du coup, on mélange un peu tout, quoi. C'est-à-dire que dès que c'est à la mode, j'ai envie de dire, il y a des extrêmes qui se mettent en place, alors que c'est une vraie question. Oui. Il faut laisser. On est dans une époque quand même où on laisse la liberté à chacun d'être celui ou celle qu'elle a envie d'être. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ce qui n'était pas le cas il y a un siècle. Oui. Mais en même temps, il y a une sorte de prosélytisme que je le disais carrément dans les médias. Soit on en parle très mal, soit on en fait du prosélytisme. Et ça, c'est un peu embêtant parce que on peut avoir un enfant de 15 ans, 16 ans qui se sent pas bien dans sa peau. C'est pas pour autant qu'il est pas qu'il a besoin de changer de genre. Oui, tout à fait. Oui, mais je suis assez peu au courant de ce qui se passe au niveau du prosélytisme, puisque je suis plus sensible, on va dire, plutôt aux réactions réactionnaires, aux réactions anti ce mouvement. Oui, bien sûr. Je ne perçois pas mais en ce qui me concerne, tout ce qui est radical, trop radical ou extrémiste, j'ai tendance à pas trop me sentir à l'aise avec ça. Donc si prosélytisme il y a, en tout cas moi je n'y ai pas accès, puisque les personnes qui viennent me voir, quelle que soit leur identité, leur désir, leurs besoins, moi je vais les suivre. Vous les écoutez, oui, je les écoute. Et on va les écouter nous aussi. Oui, exactement. Et du coup, j'ai pas affaire à des personnes qui vont faire du prosélytisme. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je pense notamment aux opérations où je veux pas citer de nom, mais de gens qui essayent de convaincre. Alors c'est surtout des hommes qui deviennent des femmes qu'il faut se faire opérer.
On sait que la vaginoplastie est une opération terriblement douloureuse, qui quand même, c'est pas rien de mettre un vagin à la place d'un pénis. Et là, parfois, j'ai tendance à dire, est-ce que c'est réellement nécessaire de faire l'opération enfin, il faut laisser le patient décider et pas faire vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Oui, absolument. Oui, c'est vraiment le patient ou la patiente qui décide ce qui est bon pour elle et ce dans quoi il va se sentir à l'aise. Voilà. Bon, en tout cas, on va voir ce que vous avez envie de me raconter tous. Vous pouvez nous appeler 0826 300 300. N'hésitez pas aussi à donner votre avis. Vous savez que par SMS, c'est une façon aussi de réagir. Vous envoyez Brigitte votre message 7 20 18. On se retrouve dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous évoquons la question trans dans tous les sens du terme, mais surtout la question transgenre avec Marie-Laure Peretti qui est avec nous. Et on va commencer avec Sophie. Bonjour Sophie, merci de prendre la parole. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Marie. Bonjour Sophie. Bonjour, alors voilà, je ne suis pas personnellement concernée par la question trans, mais je connais des gens qui le sont. Et je m'intéresse beaucoup au sujet de société, et dont la question trans. Donc je parle un peu du fond de mon ignorance, mais je voudrais lancer 3 idées. Je pense que ça peut être intéressant pour lancer le débat. Eh ben, Marie-Laure vous écoute et est prête à vous répondre. Attention. Je pense qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde, autant vous que Marie que moi. Donc je vais commencer par citer mon ex-gynécologue. À qui j'ai posé la question une fois, parce que moi, bien sûr, j'ai des idées, mais je ne suis pas spécialiste, et qui m'a dit, bien sûr, que ça existe, la dysphorie du genre, c'est quelque chose de très réel, mais c'est comme l'Everest, ça n'est pas pour tout le monde. Donc, lui avait cette impression qu'il y a, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, une sorte de prosélytisme, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une population qui est beaucoup plus grande, enfin potentiellement concernée par la... Disons que, pour expliquer pourquoi on en parle autant, c'est parce que c'est un sujet qui évidemment crée polémique et puis interroge, et donc les médias en parlent beaucoup plus qu'il y a de gens concernés, c'est vrai. C'est vrai. Oui, complètement. Oui. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui a été tu pendant très longtemps, voire même interdit, en fait, tout simplement. Et puis, même, vous voyez, 2005, lorsque je soutiens ma thèse, c'est pas encore... les personnes trans peuvent se faire assassiner. Moi, je l'ai vu dans mon travail, À ce point-là. À ce point-là. Oui. Mais assassinés par des gens qui sont conservateurs. Écrasés. C'était des personnes qui travaillaient en extérieur. Du coup, elles pouvaient se faire écraser par une voiture. On va sortir casser du PD, par exemple. C'est ce type de. Et j'ai connu des personnes qui ont été assassinées. Oui, véritablement. Oui, donc en 20 ans quand même... donc en 20 ans, il y a quand même eu des choses qui se sont... Ça s'est quand même bien démocratisé. Oui. Donc ça, c'était votre première réflexion, Sophie. La deuxième, c'est... je repars sur le prosélytisme. J'ai cru comprendre, parce que je me documente beaucoup sur Internet, bien sûr. Je n'écoute pas n'importe qui, mais j'ai entendu plusieurs personnes affirmer qu'ils étaient devenus des femmes ou devenus des hommes. Et je suis en particulier sur Internet un monsieur qui est une femme à l'origine, mais qui se décrit comme transsexuel et non pas comme transgenre, qui fait sa transition il y a 30 ans et qui a dit qu'il ne se reconnaît pas du tout dans le mouvement actuel, parce que lui a dû suivre un parcours du combattant. Alors bien sûr c'était beaucoup plus difficile à l'époque, mais il y avait on prenait beaucoup plus au sérieux, pense-t-il, c'est peut-être les États-Unis, donc c'est peut-être pas la même chose qu'en France, mais on prenait beaucoup plus au sérieux la question de la thérapie préalablement à toute intervention et à toute prise d'hormones.
Et il dit que ce qui le rend fou, c'est de voir qu'il y a des associations ou des gens qui font du prosélytisme et qui expliquent à des jeunes qu'ils peuvent réellement changer de sexe, c'est-à-dire devenir une personne de l'autre sexe, alors qu'on sera biologiquement toujours ou bien un homme ou toujours une femme, même si on prend des hormones, même si on est opéré. Donc il y a une sorte de mensonge qui est fait à ce niveau-là, et un deuxième mensonge qu'il évoque, qui serait de faire miroiter aux personnes qui veulent se faire opérer qu'elles peuvent avoir une sexualité tout à fait normale, alors que par exemple l'orgasme n'est pas accessible. Alors je vais laisser Marie-Laure répondre, parce que c'est vrai, ce que vous soulevez est intéressant. Hein. Comment répondre ? Alors, par rapport à la première, considérer que c'est l'Everest et que c'est pas pour tout le monde, en fait, faut simplement laisser les personnes dire où elles en sont et comment elles se sentent et qui elles sont. Donc c'est pas une question d'Everest ou que c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui sont dans cette démarche. Ce qu'il faut ajouter peut-être quand même, Marie-Laure Peretti, c'est qu'il y a toujours une grande souffrance pratiquement dans cette question. Je sais pas. Non. Vous recevez des gens qui ne souffrent pas. C'est-à-dire, comparons ce qui est comparable. Qui, sur cette terre, par exemple, peut se targuer de ne jamais avoir de souffrance ? Personne. Donc les trans comme les autres, comme les non-trans. Ce qui va être compliqué pour une personne trans, c'est quand une personne refuse de la genrer correctement, ou si des personnes la mégenrent, ou voilà, moi je me sens femme, oui, j'ai des traits d'homme, mais je me sens femme. Et les autres, ils me disent monsieur, c'est ça qui est compliqué. Du coup, c'est ça qui provoque de la souffrance. Après, est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu des parcours, par exemple, de l'enfance très, très difficile, très compliqué ? Oui. Mais est-ce plus que d'autres ? Je ne sais pas, je suis pas sûre. D'accord. Mais vous pensez que ce que dit ce monsieur à Sophie est juste, ou qu'il y aurait justement un peu trop de tendance à penser que quelqu'un souffre et que donc il suffirait qu'il change de genre? Je ne sais pas qui est-ce qui pourrait s'autoriser à dire des choses comme ça. Hein. Tu souffres, donc t'as qu'à changer de sexe, de genre. Franchement, ça me paraît... Un peu léger. Oui. Maintenant, là où il a raison, ce monsieur, c'est que quoi qu'il en soit, on devient une femme et on n'aura toujours pas d'utérus. Ça, c'est-à-dire que c'est... Ou de prostate. Mais ça, c'est clair. Ok. Simplement, c'est là aussi, si par exemple, mettons-nous sur la question strictement biologique. Mâle, femelle, comme ça on est tranquille. Oui, parce qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. On blesse les gens. C'est ça. Oui, et les blesser, c'est pas une bonne idée. Mâle, femelle. Ok, XX, XY. Bon. Du coup, XY, XX. Donc on est mâle ou femelle et on va le rester, c'est sûr. En revanche, le ressenti, donc c'est-à-dire la féminité, la masculinité, donc être un homme, être une femme. Bon, moi je peux être née femelle et me sentir homme. Et là, c'est possible. Puisque c'est la question du genre, c'est la question de masculinité ou féminité. Donc du coup, je peux être née femelle et... Oui, je comprends bien. Voilà. Et d'ailleurs, Sophie, moi je sais que de temps en temps, je me sens plus proche des hommes que des femmes. Voilà. Ça m'arrive de temps en temps sur certains points, vous aussi, Sophie. Oui, mais alors non pas trop, mais je vois ce que vous voulez dire. Mais dans le comportement, oui, c'est vrai que dans certains comportements, je peux tout à fait m'identifier à un homme, oui. Voilà, c'est tout. Et puis, pourquoi j'ai dû, excusez-moi, j'ai dû peut-être mal m'exprimer, parce que ce que dit le monsieur dont je parle, c'est que effectivement, le ressenti est tout à fait réel, c'est-à-dire qu'on se sent absolument homme ou absolument femme. Mais ce qu'il dit, c'est qu'au niveau des cellules de la biologie, on ne peut pas modifier complètement son corps, on peut modifier son apparence. Oui, mais ça, Marie-Laure vient bien de le dire. On reste mâle ou femelle, quoi qu'il en soit. Et lui, si vous voulez, ça m'amène à mon troisième point, c'est que ce qu'il dit, c'est que son aspiration à lui, ça a toujours été d'être perçu comme un homme et de se comporter comme un homme. Et surtout que personne ne le sache. Il voulait juste être un homme, vu comme un homme. Bien sûr.
Mais le problème, c'est que, le problème que lui soulève, c'est que dans un certain milieu, je ne dis absolument pas que ce soit le cas de tous les transgenres, absolument pas. Mais dans un certain milieu où il y a beaucoup de prosélytisme, ça devient une identité. On se présente comme trans, alors que lui dit si on a réellement une dysphorie, on veut être homme ou femme, ou se présenter comme homme ou femme, mais on ne veut pas se présenter comme trans. Je comprends oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire. Et là, c'est vrai que c'est le problème qu'on a actuellement sur plein de sujets, et pas que sur la question trans, c'est que dès qu'on est dans une minorité, on veut imposer un petit peu quelque chose qui est, et ça c'est vrai que c'est une époque un peu particulière par rapport à ça, où finalement plus on est dans une minorité, plus on va crier fort pour montrer qu'on est qu'on est moins dans une minorité qu'on ne l'est. Vous souriez, Marie-Laure, mais c'est un peu vrai. J'ai failli dire une blague. Mais si, allez-y, si, on adore les blagues. On veut montrer laquelle. Allez-y, dites. On veut montrer qui est-ce qui a la plus grosse. Voilà. Oui. Bon, je rigolais. Mais il me semble que des personnes qui vont faire du prosélytisme, il y en a partout. Donc, y compris dans la question trans. Mais on rencontre aussi des personnes qui sont... C'est vrai que des personnes qui veulent revendiquer le fait qu'elles soient trans. Et alors, des personnes qui ne veulent pas du tout être perçues comme trans, pas du tout, qui veulent être effectivement, comme ce monsieur vous l'a dit, Sophie, qui veulent absolument être vues comme un homme, et c'est tout, un homme lambda. Et puis des personnes trans, hommes vers femmes, qui elles aussi veulent être vues comme des femmes, et strictement des femmes lambda. Oui, mais là où il a certainement, je crois, Sophie, c'est que cet homme, qui était donc une femelle, biologiquement femelle, voilà. Non, mais j'apprends avec vous, Marie-Laure. J'apprends les mots qu'il faut dire. Peut-être que justement, il a l'impression que ça nuit à son identité. Parce que justement, comme on en parle un peu trop, parfois ça crée des refus ou c'est pour ça, bien sûr. Ce qui peut-être quand on vit une période extrême dans un sens et que ça commence à s'ouvrir, ce qui va se passer, c'est un mouvement extrême inverse. Et puis ensuite, les choses s'installent et tout s'assouplit à nouveau. Donc peut-être laissons les choses s'extrémiser un peu et puis ça va... Laissons-les crier et puis tout ça va se calmer. Et puis chacun trouvera sa place. Ouais. Mais je peux faire une dernière remarque ? Oui, Sophie. Vous voyez, vous avez tout à fait raison sur le fait il s'agit certainement d'une minorité. Mais s'il s'agit d'une minorité, moi ce qui me gêne, c'est que c'est repris regardez par exemple des sociétés comme Eurostar qui vous sortent maintenant les vêtements unisexes où on voit un monsieur habillé en jupe souriant et mais ça c'est encore un autre sujet, parce que là on rentre dans la question IEL, on rentre dans la question du wokisme, tout simplement, ce qui n'a rien à voir avec le sujet qu'on aborde aujourd'hui sur le transgenre. Récupérer, oui. Vous voyez, et le wokisme, ça peut être le sujet d'une émission prochainement, il y a beaucoup à dire, mais en effet, le wokisme, c'est une révolution, c'est mené par des gens qui veulent faire la révolution sur le plan sociétal, évidemment. Bon, merci d'avoir ouvert le débat, Sophie, avec beaucoup d'intelligence. Merci beaucoup. Vous continuez bien sûr à donner votre avis, à réagir. Si vous êtes trans, on sera ravis aussi de vous écouter. Mais dans un instant, c'est le Love Conseil. On va parler des chatouilles. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Marie-Laure Peretti, est-ce que vous aimez les chatouilles ? Ça dépend desquelles. Ça dépend lesquelles. Je ne parle pas du fameux livre, Les chatouilles. Non. Les chatouilles, en fait, c'est une manière d'aborder le corps de l'autre, surtout quand la personne a des inhibitions. En général, plus les gens sont chatouilleux, plus ils ont des inhibitions d'être touchés.
En tout cas, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Et donc, les chatouilles, c'est une bonne manière d'entrer en contact avec quelqu'un. Et si votre partenaire est particulièrement chatouilleux, s'il frissonne pour un rien et s'il refuse, eh bien, ça veut dire qu'il a peut-être un problème, un petit peu justement avec son rapport au corps. Et puis, il y a un vieux dicton aussi qui prétend que sont chatouilleux les personnes jalouses. Je sais pas, moi j'ai mené mon enquête sur les chatouilles. Alors je suis pas sûre que ce soit vrai. En tout cas, plus on est dans un bon contrôle de son corps et non pas dans un contrôle, moins on est chatouilleux. Et donc c'est intéressant à observer. Le bon contrôle, c'est pouvoir être dans la sensation et de savoir le couper. C'est-à-dire, on vous chatouille la plante des pieds, vous axez sur votre respiration et vous pouvez être chatouillé pendant très longtemps. Donc exercez-vous à ressentir, à subir et voyez les endroits propices. Je rappelle que les endroits propices pour chatouiller, c'est la plante des pieds et les creux. Le creux du coude, le creux du genou, etc. C'est intéressant quand même. Oui, c'est intéressant. Après, les chatouilles, caresses chatouilles, par exemple. Non, mais là, je parle vraiment de chatouilles. Non, les vraies chatouilles. Oui, je parle pas de quelque chose qui serait déjà érotique. Ah oui, d'accord, ok. Oui, juste vous pouvez par exemple vous amuser avec une amie avec qui vous n'avez aucune intention de lesbianisme, essayez de lui chatouiller la plante des pieds, vous verrez comment elle arrive à gérer. Et si on est vraiment dans un bon contrôle de son corps, on arrive à être chatouillé sans réagir. Mais il faut être vraiment dans un bon contrôle de son corps, c'est-à-dire être capable de se mettre en méditation, comme d'ailleurs la méditation permet de ne pas, de soulager la douleur. Hein. Oui, tout à fait, oui, de se calmer, d'être paisible, serein, quelque chose comme ça. Alors plutôt que de prendre un marteau et de taper sur le doigt de quelqu'un pour voir s'il est dans le bon contrôle de son corps, mieux vaut jouer à se chatouiller. C'est plus rigolo. Oui. Vous êtes d'accord. Oui, je suis d'accord. Beaucoup plus rigolo. Oui. Muriel est avec nous. Merci Muriel de prendre la parole. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Muriel. Oui, allez-y. Moi non plus. Mais par contre, je me pose des questions, mais par rapport déjà à mon éducation, où tout ça a été assez tabou, j'ai la cinquantaine. Et aujourd'hui, mes enfants sont confrontés ou rencontrent au quotidien ce type de situation. Mon fils est dans l'enseignement et professeur d'éducation sportive. Et du coup, dès le premier jour d'enseignement, il a dû, avec préado, s'affronter un petit peu à cette problématique-là. Voilà. C'est-à-dire, vous pouvez nous en dire un peu plus, qu'on comprenne bien ? Oui. Alors, en fait, dès le premier jour, une élève lui dit, excusez-moi, il y a un écho, c'est particulier. On va faire avec, hein. D'accord. C'est pas grave. J'ai fait attention, excusez-moi. Alors, du coup, dès la première journée, il y a une élève qui lui a dit, écoutez, monsieur, je peux pas faire de sport. Alors, il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je suis réglée. Donc, il dit, tous les mois, ça va être compliqué, quoi. Voilà. Et du coup, il lui a dit, c'est pas grave, tu suis les filles dans le vestiaire et puis tu viendras en cours avec les autres. Et là, du coup, elle se positionne et dit, ah non, mais je peux pas, monsieur. Et il lui dit, mais quel est ton problème? Et elle avait du mal à se positionner et elle lui a dit, je suis ni garçon ni fille. Et donc mon fils, pour la première fois, a été confronté à cette problématique qu'ils n'ont en plus pas du tout abordée dans l'enseignement. C'est bizarre parce qu'elle venait de dire qu'elle avait ses règles et finalement... Alors, voilà, le paradoxe. Oui. Tout à fait, le paradoxe. En fait, elle, quand ça l'arrangeait, je pense qu'elle se positionnait en tant que fille et je pense qu'elle se cherchait un petit peu. Hein, voilà. Elle avait une tenue vestimentaire qui montrait que c'était une fille, tout de même. Voilà, donc mon fils est revenu dès le premier jour un peu dépité. Mais elle était peut-être tout simplement en train d'essayer de le provoquer, hein. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, Marie? Oui, je ne prêterai pas à cette personne des intentions. Mais c'est ma façon de réagir. Moi, je lui demandais, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux? Parce que du coup, elle se dignifie, ni garçon, c'est ça?
Oui. Donc bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que Yael attendait de votre fils ? Et c'est ça, du coup, très maladroit, lui, pour aborder cette problématique-là, par rapport au groupe aussi. Et je trouve qu'ils sont... l'enseignant, aujourd'hui, n'est pas préparé à... Ça va forcément venir. Ça va forcément venir. De plus en plus d'écoles vont essayer de préparer leurs professeurs et de les aider pour savoir répondre quand une élève... voilà, exactement. Oui. Maintenant, ce qui est sûr, Muriel, et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui peut inquiéter certains parents. Actuellement, je parle surtout des jeunes qui ont entre 13 et 18 ans, on va dire. Il y a une sorte d'ouverture justement au fait qu'on n'est pas vraiment homme, pas vraiment femme. On le voit notamment dans les premières relations sexuelles se font parfois avec quelqu'un de son propre sexe pour justement ne pas se confronter trop vite à l'autre. Il y a quelque chose comme ça d'assez prégnant. Et donc forcément, ça doit être compliqué pour votre fils parce qu'il se retrouve avec certains enfants qui sont un peu... Alors, qui se cherchent. Oui, qui se cherchent, oui. Et c'est vrai que moi, je me souviens la dernière fois qu'on avait fait une émission sur les trans, je crois que vous étiez là, Marie-Laure. On avait quelqu'un qui se sentait pas du tout femme et qui avait commencé à se sentir vraiment femme plus tard, vers 25 ans, et qui en fait n'était absolument pas trans, mais qui ne se sentait pas vraiment femme parce qu'elle n'avait pas encore trouvé son modèle féminin. Et c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est des âges où on est c'est compliqué de se construire en tant qu'homme ou en tant que femme, et parfois, avec le fait qu'on puisse être il et elle, eh bien, ça permet d'être dans ce flou transitoire. Oui, et puis sachant que passé l'adolescence, les choses commencent comme cette femme. Les choses commencent à s'affiner, donc pour certaines personnes ça se fait relativement tôt et de façon assez claire, oui, et puis pour d'autres ça prend un petit peu plus de temps. Et pour votre fils, c'est sûr que l'éducation nationale elle a des choses à mettre en place et elle va probablement le faire. Moi je crois qu'il faut tout simplement dire à votre fils, quand c'est comme ça, il faut répondre à l'enfant, écoute, tu verras, tu choisiras quand tu seras prêt à choisir si t'es il ou elle. Oui. Vous voyez, oui. faut renvoyer. En tant que prof, il faut la renvoyer à elle-même. Oui. Ou utiliser le YEL. Ça vous gêne, vous, d'utiliser le YEL, puisque c'est rentré complètement dans les mœurs aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est they. Les Anglais disent they. Nous, YEL. C'était pas une indication non plus que j'ai donnée non plus. Ah oui, donc, mais ça c'est sûr. Il pas du tout dans ça. Lui, par contre, il est assez fermé. Mais il est obligé d'être ouvert parce qu'il a une population aujourd'hui qui s'ouvre à ça et du coup, il est confronté de toutes les façons. Voilà. Oui, donc, mais Muriel, on a tout à fait le droit d'être. Allez, j'ose le dire. On a tout à fait le droit d'être anti-trans. Après tout, on est encore en démocratie, peut-être plus pour très longtemps, mais pour l'instant, on est encore en démocratie. Donc, on a le droit. Mais il y a ce qu'on appelle le politiquement correct. Bon, même si on est anti-trans, on dit elle, et puis tout va bien. Et puis, vous voyez ce que je veux dire. Quand on est prof, on a intérêt à rester le plus neutre possible. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que là, en plus, le culte du prof de sport, vous savez, où on est fort, voilà. Donc, il s'inscrit un petit peu dans ça. Et l'enseignement aussi a été dans ça, voilà. Donc il va falloir qu'il fasse autrement. Et d'ailleurs, ses professeurs référents ont été surpris dès le premier jour qu'ils soient confrontés à ça. Il dit nous, au bout de 20 ans d'enseignement, on a rencontré cette problématique-là. Oui, voilà, c'est ça. C'est que vous savez bien, le monde d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier, et le monde de demain ne sera pas celui d'aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est ça l'évolution. Exactement. C'est qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Oui. Donc, après,
je reviens aussi à la problématique des jeunes aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça s'identifie aussi par rapport à la recherche du côté féminin ou masculin. Il a posé des questions dès le premier jour, en leur passion, leur hobby, ce qu'ils aimaient faire. Et en fait, 70% des jeunes qui ont entre 16 et 17 ans, de sa classe, ont répondu dormir, se reposer. Et de là a découlé est-ce que vous avez des problématiques de santé? Et encore une fois, 65% ont répondu angoisse, crise d'angoisse, donc fatigue, donc. Voilà. C'est la France de demain. Voilà. Mais dites-moi, est-ce que c'est pour lier les questions de YEL ou de genre fluide que vous dites que 65% de la classe de votre fils a des angoisses, du stress et... Alors c'est un raccourci que je fais, certainement là, mais c'est des questions que je me pose par rapport à un mal-être. Alors moi je vais dire quelque chose qui va vous faire plaisir, Muriel. Il est certain que lorsqu'on a une société avec des diktats très très contraignants qui nous obligent à porter du bleu si on est un garçon et du rose si on est une fille, on se pose pas ces questions-là puisqu'on n'a pas le choix. Et il est certain que beaucoup de liberté, peut-être trop de liberté aux yeux de certains, ça crée forcément de l'angoisse. Mais est-ce que c'est seulement cette question, Brigitte? Parce que aujourd'hui, notre monde, il peut être angoissant tout de même. Regardez, ce matin, plus de gouvernement. Allez, hop, c'est reparti. C'est fini. Donc, travailler, oui, mais l'IA va nous remplacer de toute façon. Et puis, l'IA peut-être des robots. Donc, qu'est-ce que les jeunes, les stress, angoisse, oui, je comprends. Et en plus, on leur dit même pas s'ils sont un garçon ou s'ils sont une fille. En plus. C'est normal qu'ils soient tous anxieux. Mais nous, on tient bon tous ensemble, là, de 14h à 16h. Allez, venez réagir. Allez, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Marie-Laure Peretti est avec nous, vous êtes psychothérapeute, sexologue, vous les écoutez, je rappelle, c'est un peu votre quotidien, ces personnes justement qui sont en transition, qui se questionnent sur la question de genre, et donc c'est pour ça qu'on en parle avec vous, et je crois que c'est Arnaud qui a envie de réagir. Bonjour Arnaud. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Claire. Bonjour Arnaud. Marie-Laure. Mais elle est très claire. Oui. Très claire. Oui, effectivement, je voulais réagir. Il me semble, voir un peu ce mouvement. Je suis pas dans la génération qui a vraiment pris ce mouvement, je dirais entre guillemets woke, de la redéfinition de la sexualité et du genre. Pour moi, ça vient comme une forme de déviance. Il me semble qu'entendre une forme d'influence, de redéfinition de ce qui est pour moi être une physiologie naturelle. Et je suis un peu contre ça. Parce que je dirais que ça influence et ça fait des fausses promesses à des personnes qui cherchent une cause extérieure à un problème intérieur. Qu'est-ce que vous entendez par une fausse promesse ? Une fausse promesse, par exemple, vous parliez d'angoisse tout à l'heure et des personnes qui peuvent être pas satisfaites intérieurement ou en cherche une sorte de bonheur, ils vont penser que la cause est externe, alors que pour moi le problème est intérieur. Et je pense que à vouloir comme ça essayer de promettre un bonheur en redéfinissant et en déconstruisant ce qui est pour moi naturellement et physiologiquement sain, ça va créer une sorte d'illusion. Et je pense que... Mais on pourrait... Vous voyez, votre façon d'aborder les choses, elle est presque philosophique, on pourrait dire.
Mais par exemple, la question du naturel, vous voyez, quelque chose qui est naturel, ça pourrait drôlement s'interroger, parce que en ce qui concerne la nature, le naturel, l'homme, l'humain, ne laisse rien à l'état de nature. Rien. Et physiologiquement, tout à l'heure, on a précisé que XY, par exemple, ça va rester toute sa vie XY, et XX, ça va rester XX. Mais par exemple, sur ce XX et sur XY, il y a des personnes qui sont intersexuées, c'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle anomalies. Ça, c'est le terme générique. Néanmoins, vous avez quand même un individu qui est un individu, une personne. Avec par exemple, XXY. Vous voyez, il y a un chromosome en plus. Ou alors, il y a des chromosomes, il n'y a pas suffisamment de testostérone qui va viriliser le XY, ou le Y donc, et on va se retrouver avec des personnes qui peuvent développer du tissu ovarien, vous voyez ? On les appelle des intersexes. Donc, ça veut dire que, finalement, on se retrouve avec une quantité... même si ça représente un petit nombre. Oui, même si ça représente un petit nombre. Mais ce que je veux dire, c'est que, physiologiquement, du coup, on se retrouve avec une quantité... Enfin, avec plus qu'un strict XX ou un strict XY. Mais la question importante quand même, et le mot que vous avez prononcé sur lequel je suis obligée de revenir, vous avez parlé de déviance. Ça c'est très culturel. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on considérait que la sodomie c'était une déviance. Aujourd'hui, je ne pense pas que vous soyez de cet avis. Je dirais dans le sens de déviance, en fait, c'est l'influence que ça porte. Et par exemple, vous voyez, comme vous dites, les chromosomes, que ce soit XY et il y a XYX, où on peut, par exemple, se définir comme homme, mais être efféminé, et ça me dérange pas, dans le sens où il y a une sorte d'acceptation de l'individu, mais je dirais que c'est une forme de déviance parce que maintenant la technologie apporte un moyen de pouvoir... Oui, mais en quoi ça vous dérange, Arnaud, qu'un homme qui est né mâle ait envie de devenir une femme? Alors, ça me dérange pas sur le plan de l'individu. La personne se sent peut-être un peu plus femme. Ce qui me gêne, c'est l'influence qu'on porte dans ses idées de l'affirmation et en état de promesse, où on se dit que c'est la raison de notre malheur, c'est le fait que la société n'accepte pas le fait qu'on soit par exemple femme alors qu'on est homme, et l'accès à la transsexualité de manière plus facile, quoi. On facilite. Oui, ce qui vous dérange, c'est ce fameux prosélytisme dont je parlais tout à l'heure, où il y a peut-être un peu une tendance à dire si vous n'êtes pas bien dans votre peau, c'est peut-être parce que vous vous sentez autre. Mais je vois pas qui dirait des choses pareilles. Hein. C'est un peu un courant actuel qu'on entend. Moi j'ai pas de chiffres, hein. Mais je pense quand même que, en tout cas en France, on fait très attention de pas commencer à donner des hormones à n'importe qui, n'importe comment, parce que ce serait ça le danger. Je pense que dans le mouvement woke, qui pour moi englobe entre guillemets cet état d'esprit de déconstruction, etc., où on va revendiquer un problème externe qui, pour moi, est éphémère, et je dirais que en fait on va donner un tribut à ça, et pour moi c'est un sentiment, un piège, parce que c'est des personnes avec une psychologie fragile, eh bien on va promettre quelque chose d'illusoire, et c'est en ça que ça peut être gênant, parce que du coup on va créer tout un mécanisme de pensée et une influence collective, et voilà, c'est que sur des psychologies fragiles, ça peut... Psychologie fragile, faut le dire vite, hein. Il y a des personnes trans qui n'ont pas du tout des psychologies fragiles, hein, qui vont être... c'est quand même très borderline, et en général très... Je dirais facilité à dépression, on est déprime quand même. C'est un peu oui, non, mais vous avez raison, Arnaud, c'est un peu l'image qu'a le grand public.
C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont peut-être, pas tout à fait, etc. Mais c'est une image justement qui enfin Marie-Laure Peretti travaille avec eux sans arrêt, donc c'est pour ça que elle est là pour en parler. C'est une image, c'est un peu comme l'image des homos il y a 30 ans qui étaient tous des grandes folles. On sait très bien qu'aujourd'hui on peut croiser un homme qui est homo et rien ne prouvera dans sa façon d'être qu'il est homo parce que c'est, vous voyez, c'est un peu une caricature que là vous avez un peu la caricature du trans dans ce que vous dites, je pense. Alors certes, c'est une caricature. Oui, je ferai pas de raccourci comme ça, un peu vulgaire de cette manière. Et j'entends bien que oui, il y a des personnes transsexuelles qui vivent très bien cet état de changement, mais il n'empêche que je crois qu'il y a quand même des psychologies un peu plus fragiles que les autres, et je pense que... Parce que vous croyez qu'il n'y a pas des gens très fragiles ailleurs ? Bien sûr. Non, mais je veux dire qu'il faut faire attention avec des groupes de pensée qui, entre guillemets, revendiquent le fait d'un bonheur extérieur dans un courant de pensée, parce que oui, des personnes influençables vont forcément être dans ce courant-là, et donc... oui, mais c'est pareil avec la chirurgie esthétique. On va dire à une femme qui se sent pas bien, change de, fais-toi mettre des seins, tu vas te sentir plus femme. Enfin, vous avez raison, Arnaud. C'est le problème de la liberté, c'est-à-dire que au nom de la liberté, on va permettre à des gens qui vont pas bien de peut-être faire des choses qui ne sont pas pour eux parce qu'on les aura pas suffisamment écoutés dans leur mal-être. Mais oui, mais c'est effectivement c'est un problème qu'on va tous rencontrer. C'est-à-dire que de penser que la solution vient de l'autre, finalement, donc de l'extérieur, ce que vous appelez l'extérieur. C'est ce que vous savez, avec les progrès de la chirurgie en plus, de toute façon, c'est comme ce que on disait tout à l'heure à la personne. L'évolution du monde, elle est comme ça. Alors effectivement, c'est pas toujours bien, mais il n'empêche que quand on veut se faire opérer les lèvres, les seins, avoir un néovagin, avoir un pénis, c'est possible. Vous savez, moi je me souviens d'une émission un jour j'avais faite sur l'allongement du pénis. On raconte aux hommes que, en se faisant allonger le pénis, alors ils gagnent à peine 2 cm et encore, ils vont être plus heureux. Il y a des hommes qui se sont fait opérer et ça les a pas rendus forcément plus heureux. Vous voyez, je crois que c'est un peu le problème aussi de faire croire aux gens qu'il suffit de faire changer quelque chose. Non, je crois qu'il faut aider les gens à se sentir mieux et puis pour ça il faut les écouter. C'est ce que fait Marie-Laure Peretti et c'est pour ça qu'on en parle avec elle aujourd'hui. Bon, on a plutôt eu des avis assez contre, ce qui montre bien qu'on en parle peut-être beaucoup et pas forcément très bien dans les médias actuellement, et on va essayer, nous, de continuer à en parler bien. Je vous propose une petite devinette avant les infos. Quel est le point commun entre un mensonge et du sperme ? Et la réponse, c'est tout de suite après. Sud Radio, votre avis fait la différence. Oui, bonjour Sud Radio, merci de votre émission, de donner la parole au territoire sur les campagnes. Sud Radio. D'abord l'Azerbaïdjan vendredi, puis l'Islande lundi prochain. Très bon après-midi à notre écoute. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous parlons de transidentité avec Marie-Laure Peretti qui est avec nous, sexologue, docteur en psychopathologie fondamentale. Vous avez beaucoup travaillé sur cette question trans justement et vous êtes apte à répondre à toutes les questions, toutes les remarques aussi qu'on peut avoir envie de poser. Donc n'hésitez pas, on parle vrai sur Sud Radio et on essaye d'en parler de cette question trans un peu plus juste que ce qu'on entend souvent dans les médias. Mais avant de donner la parole à David qui nous a rejoint, j'aimerais une réponse à ma devinette. Je l'aime beaucoup celle-là. Quel est le point commun entre un mensonge et du sperme ? Vous n'avez aucune idée, évidemment. Aucune. Pourtant, vous êtes une femme, vous auriez pu trouver, dans les deux cas, que ce soit un mensonge ou du sperme, c'est toujours difficile de le faire avaler à sa femme. Elle est mignonne. Oui, elle est mignonne. Elle est mignonne. Bonjour David. Bonjour Brigitte et bonjour Marie-Laure. Bonjour David. Eh bien, on vous écoute, allez-y. Oui, c'est un sujet qui, comme tout sujet qui potentiellement est éloigné de chacun parfois, et exprime beaucoup
de sentiments violents ou exacerbés, alors que moi je considère qu'en effet, à titre personnel, je ne suis pas concerné moi personnellement parce que je suis un homme et tout va bien là-dessus, donc tant mieux. Voilà, je suis dans la norme, mais que souvent j'entends des choses qui moi me choquent, et ce qui me choque plus, c'est une sorte de peur d'épidémie. De volonté de certains nombre d'hommes ou de femmes de changer de sexe comme si c'était une mode et vu comme une mode de la part de ceux qui, entre guillemets, critiqueraient. Alors je conçois que ça peut heurter, que ça peut interroger, mais dans ces cas-là, moi j'aurais tendance à dire ceux qui sont le mieux à même d'en parler réellement et d'avoir une vraie idée là-dessus, c'est ceux qui sont concernés. Enfin, quelque part, moi, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me dit je me sens une femme et avant j'étais un homme, je suis une femme. Bon, si elle est une femme, c'est une femme, c'est sa vie. Mais David, ce qu'il faut quand même entendre, et moi la première, je reconnais que parfois c'est un peu dérangeant d'être face à quelqu'un qui veut qu'on dise il et qui a quelque part plutôt une apparence de femme. C'est en ça que je peux entendre que ça puisse même choquer. Alors oui, mais alors ça c'est encore autre chose, c'est la façon de le faire. Il y a un cas un peu connu qui est passé avec Monsieur Schneiderman qui faisait une émission et qu'à un moment donné avec quelqu'un qui se reconnaissait, je ne sais plus s'il était femme, mais il était barbu, donc physiquement il ressemblait vraiment à un homme. Et qui a dit mais pourquoi vous me dites elle il, pardon. Voilà. Je dirais que si je dis que on doit être plus gentils les uns avec les autres, ça va dans les deux sens. Hein. Ça va avec ceux qui sont dans la norme et qui ont besoin peut-être de s'adapter ou d'avoir leur façon d'exprimer la chose, et ceux qui en face. Vous avez parfaitement raison là pour le coup, David. Hein. Oui. J'avais été moi choqué par la réponse de celui d'en face, qui était presque inquisiteur en étant très intolérant et en demandant d'avoir une finesse dans l'expression. Bien au-delà de ce qu'on peut avoir généralement quand on est hétéro et dans une norme sur la question. C'est-à-dire qu'on a raison, d'ailleurs, quand on est hétéro et qu'on est dans la norme, on peut se tromper. Mais on peut inviter simplement dire, écoutez, non, moi, j'aimerais que vous utilisez plutôt elle quand vous vous adressez à moi. Voilà. Je vais essayer de m'habituer, mais ne me reprochez pas le fait que des réflexes cognitifs font que je vais plus facilement vous dire il que elle. Voilà. Il n'y a rien à redire à cela. Il est parfaitement juste ce que vous remarquez là, David. Il est évident que si on vous renvoie de façon agressive comment vous devez me parler, alors qu'un simple écoutez, oui, je préfère il ou je préfère elle, et voilà comment j'aime être appelé, mon prénom, voilà quel est mon prénom, c'est sûr qu'on se parle là. Dans l'autre cas, on se parle plus. Et oui, et c'est ça qui est important, c'est se parler. Parce que quand on est sur des stéréotypes, et plus on est loin des gens, plus on est dans des stéréotypes, moins on est dans le dialogue. Et souvent, je me suis aperçu que moi-même d'ailleurs, sur des sujets, quand je les prends en macro, je vais avoir une position peut-être un peu dure. Et puis quand je suis face à un cas concret d'une personne en face de moi, d'un seul coup, le fait de prendre en compte cette personne en face de moi va faire que je vais être plus concret, plus dans l'interaction et plus tolérant. Oui, mais on est dans une société où on aime bien que les choses soient, j'allais dire noir ou blanc. Ça, c'est presque limite, hein, David. Oui, et qu'en plus, oui, il y a des gens qui maintenant, alors moi j'ai des enfants qui ont 25 et 26 pour les plus grands, et qui sont assez en avance dans leurs idées, sont assez progressistes ou sur leur vision de la vie en général, et c'est vrai que ils ont des amis, il faut pas leur dire c'est ni lui ni elle, ce serait un IL, et bon, je dirais tant mieux si entre eux ils se comprennent et ils arrivent à l'appliquer. Et encore une fois, moi, si je peux faire attention et que je vois que ça peut faire plaisir à l'autre, je vais faire attention. Mais il ne faudra pas m'en vouloir si j'ai une expression qui va être de fait d'une habitude et pas le prendre comme une agression. Je crois que si on partait du postulat qu'on n'est pas tous en train de s'exprimer pour s'agresser, mais que parfois on peut... Mais je pense, et là c'est très philosophique ce que je vais dire, mais je pense que le courant sociétal s'est produit à partir du moment où on a commencé à séparer la sexualité reproductive de la sexualité tout court.
C'était une avancée extraordinaire pour notamment les femmes qui étaient un peu infertiles. C'était une avancée extraordinaire aussi pour libérer la sexualité, notamment pour nous montrer qu'on avait le droit de faire l'amour même si on n'était pas marié, même si on ne voulait pas d'enfants, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, oui, ça nous amène au fond, puisqu'on n'a pas besoin d'un homme, d'un mâle et d'une femelle pour avoir un enfant, pourquoi on aurait besoin d'être mâle ou femelle forcément? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça sur le plan philosophique, Marie-Laure Peretti? Oui. Sur le plan philosophique, c'est intéressant quand même. Oui. Voilà, c'est une avancée avec tout ce que ça comporte d'inconvénients. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, David? Alors, moi, je dirais que ça existait déjà avant, des hommes qui se sentaient femmes et des femmes qui se sentaient hommes. Oui, mais ils étaient stigmatisés. Ils étaient stigmatisés puisqu'ils n'étaient pas entre guillemets normaux. Hein. Oui. Je ne parle pas de la norme là, je dis bien normaux. Hein. Ils étaient stigmatisés puisque c'était pas normal. C'était pas toléré. Et puis même c'était pas toléré. Hein. C'était c'était interdit. Tandis qu'aujourd'hui, tout est possible. Et voilà, c'est ça l'avancée qu'on a aujourd'hui, c'est que tout est possible. Donc peut-être justement si des cas se présentent de manière plus fréquente, c'est parce que simplement là où avant c'était même pas envisageable, comme je dirais c'est pas si vieux que les hommes homosexuels devaient absolument le cacher. Et voire même se marier, et même avoir des enfants, tout en étant au fond d'eux profondément homosexuels. Ça arrivait. Aujourd'hui, j'espère que ceux qui se sentent homosexuels peuvent vivre leur vie sans se dire qu'ils doivent rentrer dans une norme, voire le cacher, parce que c'est risqué pour eux d'afficher ce qu'ils sont au fond d'eux. Hein. Je me souviens toujours du film des Torrescola avec Marcel Mastroianni et Sophia Loren. Donc on voit bien que à cette époque-là, ça se passe dans l'Italie fasciste d'avant-guerre. C'est pas si vieux que ça. Voilà, on devait absolument se cacher parce que, je dirais même au bout du bout, les homosexuels ont été déportés et tués comme étant des gens. Et c'est encore comme ça dans certains pays du monde, comme le Yémen. Hein. Oui, je pense que même en France, on doit pouvoir encore trouver des endroits où ça ne doit pas être tout à fait bien toléré. Hein. Mais là, vous parlez d'intolérance à l'autre, différent de moi, finalement. Et ça, on va rencontrer des gens qui sont intolérants à toute autre forme d'altérité. Il y a ça, mais il y a une sorte d'effet démultiplicateur, je pense, pour un certain nombre de personnes et beaucoup d'hommes d'ailleurs, plus, parfois des femmes, mais beaucoup plus d'hommes, sur la remise en cause de leur propre masculinité. Enfin, je dirais quelque part, c'est un sacrilège pour certains, de ce que j'ai pu comprendre, voir parfois, de se dire, mais si on est un homme, justement, il ne faut surtout pas devenir une femme, ou quelque part, il y a une sorte de désacralisation, de danger, de remise en cause. Enfin, il y a quelque chose qui touche à l'intime, et c'est pour ça peut-être qu'il y a des réactions. Mais c'est absolument très juste, David. C'est parce que ça touche à l'intime. Et c'est toute la question philosophique, au fond. Oui, l'intime, est-ce que ça doit rentrer dans la société? Est-ce qu'on doit faire des lois sur l'intime ou pas? Grande question. Ce que j'entends dans ce que vous apportez là, David, c'est par rapport à la virilité, la masculinité et par exemple, effectivement les trans hommes vers femmes, pour des hommes non trans, ça peut-être les choquer ou les heurter. Surtout s'ils ont eu une petite relation de flirt avec cette femme. Ça peut même être très très difficile pour certains, vraiment très violent, et c'est très violent pour la personne trans également. Hein. D'ailleurs, d'être rejetée. Bon, et alors que les femmes, elles sont un petit peu. J'ai l'impression qu'elles acceptent plus facilement de rencontrer une femme trans ou un homme trans. Ça prouverait peut-être que la psychanalyse avait raison. Tout homme a toujours peur d'être castré. Allez savoir. Ouais. Bon, on continue le débat. Hein. Peut-être qu'on va avoir. Oui, mais là non, elle aurait pas raison parce que justement, les hommes vers femmes trans. Non, mais je veux dire, l'homme que ça dérange. L'homme que ça dérange, c'est bien, parce qu'il a peur d'être castré. En tout cas, il doit y avoir une identification
assez forte dans l'idée de la personne trans et avec un rejet très fort. Bon, on continue à en parler avec vous, puisque vous êtes nombreux à avoir envie de réagir. Et puis après c'est l'avantage, hein, on en parle ensemble, et puis chacun fera son petit point en finale à 16h. Hein. Dans un instant, on continue bien sûr avec Marlène, qui a aussi des choses très intéressantes à nous dire, vous allez voir. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio. Pour qui vous voulez que je vote maintenant? Ils sont tellement tous minables. La droite, on ne sait même pas où elle va. Des fois elle est avec Macron, des fois elle n'est pas avec Macron. La gauche, trop extrémiste, on n'y comprend rien. Mettre les gens les uns contre les autres, c'est pas possible. Donc je n'ai confiance en personne. Qu'est-ce qu'on va faire, nous les pauvres Français? 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On continue à avancer sur cette question trans ou à reculer, je sais pas. Enfin, en tout cas, on entend beaucoup de choses, mais c'est vrai, c'est un questionnement pour beaucoup de gens. C'est oui. pas, enfin vous, c'est votre quotidien, oui, Marie-Laure Peretti, mais reconnaissez que c'est un peu compliqué quand même. Oui, mais je reconnais tout à fait. Surtout qu'en plus de ça, ce que j'entends aussi, c'est finalement la peur. Comme si ça allait grandir, se propager, contaminer peut-être. Il doit y avoir de la peur là-dessous, alors que c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. C'est une petite question. Il n'y a pas énormément de personnes qui désirent changer, qui ont besoin de changer de genre pour être bien dans leur peau. Donc du coup, ça concerne assez peu de gens. Mais comme on en parle beaucoup, qu'il y a un gros battage là, et du coup, je peux comprendre que ça puisse inquiéter. Bien sûr. Marlène, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Marlène. Bonjour. Alors moi je voulais vous parler d'une amie très proche qui a déjà passé la cinquantaine. Voilà. Alors Marie-Laure, je ne sais pas si vous vous occupez plutôt d'enfants, de jeunes, mais là cette amie a passé la cinquantaine. Oui. Et elle accompagne sa transformation, on va dire, par une évolution elle appelle ça évolution de conscience. Elle appelle ça la bispiritualité. Elle n'a pu faire cette transition que par cet accompagnement d'évolution de conscience, avec un parcours chamanique, spirituel, voilà. Et franchement, ça a été difficile parce qu'à 50 balais et tout, en plus c'était un garçon qui était vraiment dans la police, un gros baraquet et tout. Vous imaginez un peu le truc. Et là, c'est une femme vraiment apaisée, rayonnante, vraiment. Et cet accompagnement, ça l'a vraiment aidée. Alors bon, moi, ce que je vois, c'est que ce qu'elle est maintenant, ce qu'elle est devenue, parce que c'est sa quête de, comment dire, de sérénité, de bonheur, en fait. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. Et cet accompagnement, alors vous parliez tout à l'heure, maintenant on va parler de ce que je pense, Marie-Laure. Oui. Et vous parliez tout à l'heure d'anomalies chromosomiques, enfin des chromosomes. Oui, alors j'ai bien dit entre guillemets anomalie, hein, parce que parce que. Oui. Mais ça doit être des études ont dû être faites. Enfin, ça doit être documenté. Mais l'anomalie d'hier, moi ça m'interroge. Oui. Ça me fait pas peur, hein, parce que l'évolution, je sais que tout bouge. Hein. Oui. Mais est-ce que l'anomalie d'hier va devenir la normalité de demain? Parce que vous étiez après vous parliez à l'école qu'on va faire des accompagnements. Au fait, l'école et la société va s'adapter à cette anomalie. Mais c'est intéressant, hein, Marie-Laure. Oui. Mais attendez, c'était tout à fait particulier ce que je soulevais, c'était pour montrer le large spectre du sexe biologique, donc des XY, XX. C'était ça, et c'est ce qui est appelé anomalie. C'est appelé anomalie d'un point de vue médical, mais d'un point de vue individu, non. Ils se sentent pas anomales. Enfin, l'adjectif n'existe pas, mais on pourrait l'utiliser.
Donc, oui, et puis c'est un pourcentage très faible. Oui, c'est très faible. De cette anomalie chromosomique, oui. C'est très faible. Mais c'est vrai qu'il y a une époque où quand un enfant, je ne sais pas où on en est d'ailleurs, quand un nouveau-né arrivait, quand il n'avait pas de sexe défini, c'était 1 sur je ne sais plus combien, sur 100 000, enfin quelque chose comme ça. Oui. Automatiquement, on avait plutôt tendance à considérer que c'était femelle. Oui. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus. On est beaucoup plus modéré prudent. Parce que il y a eu même des scandales aux États-Unis avec justement quand un enfant naissait avec donc on parle d'ambiguïté. Pas aujourd'hui, mais et donc anomalie. Du coup, on avait tendance à prendre cet enfant et à le passer en chirurgie pour l'adapter à ce qu'on pensait prévaloir. Donc, s'il y avait un petit, par exemple, petit testicule, mais qu'il y avait du tissu ovarien et ça ressemblait plus à un sexe de femelle, eh ben, on va demander finalement l'opérer. Sauf que des trucs pareils, en dessous de 2 ans, d'abord, ça veut dire que ça inscrit effectivement cette différence chromosomique dans quelque chose d'anormal, et donc à corriger, alors que des personnes qui naissent et vivent avec cette différence chromosomique sont tout à fait adaptées, des gens comme vous et moi. Et aujourd'hui, ça y est, les chirurgies, on ne les impose plus. Vous voyez, de ce dont parlait Marie-Laure, c'est quelque chose de très particulier qui existe aussi d'ailleurs chez les animaux. Oui. Mais moi, cet ami disait que dans la spiritualité, dans ce chemin qu'elle a fait, c'était son moi intérieur, ce qu'elle était à l'intérieur, vous voyez. Oui. Elle élevait, si vous voulez, cette conscience, c'était plus physique, c'était vraiment spirituel. Et du coup, elle pouvait s'épanouir. Mais c'est intéressant parce que, en effet, la personne trans considère qu'à l'intérieur, elle est homme ou femme. Et elle me disait quelque chose. Et la spiritualité est une belle manière, finalement, de se donner des arguments. Oui, elle me disait quelque chose qui est assez intéressant. Elle disait que dans sa transition, elle ne voulait pas de chimie pour pas altérer cette conscience. Vous voyez, elle continuait ce chemin en essayant de ne pas faire, vous voyez, de pas. Donc elle prenait pas d'hormones et tout ça. Pardon ? Elle prenait pas d'hormones, pas d'intervention. Non, elle voulait pas de chimie. Okay. Voilà. Et est-ce que et comment son apparence pour que son chemin soit vraiment. Ah oui, alors l'apparence, elle a vraiment commencé à le changer. Elle met des talons, elle se fait des ongles, elle s'épile, vous voyez, elle s'habille en jupe, elle s'habille comme moi, enfin comme une femme. Oui. Voilà. Et elle est. Mais moi, ce que j'aime, dans cette personne, c'est que justement, si vous voulez, elle s'éclate, quoi. Elle est bien. Elle est bien. Elle est heureuse. Et moi, c'est évident pour moi, en voyant de l'extérieur, que c'est cet accompagnement spirituel. Enfin, ce chemin qu'elle a fait, voilà. Parce que. Moi, ce que je pense, vous voyez, c'est que vous parlez, vous devez peut-être dans votre clientèle, Marie-Laure, avoir des gens que vous recevez qui n'ont pas de chemin comme ça. C'est des jeunes ou c'est quand même pas une mode. Moi, je rejoins un peu ce que disait Arnaud tout à l'heure. Excusez-moi. Mais, non, mais allez-y. C'est pas une mode. C'est un truc anxiogène un peu maintenant. Enfin, en ce moment, c'est un peu anxiogène. Hein, je peux comprendre. Hein. Et puis, vous savez. Alors, ce que je crois quand même, mais je ne l'affirme pas, mais je crois quand même qu'il y a une toute petite partie de jeunes qui vont en effet revendiquer la question trans comme à une époque on revendiquait d'être punk ou etc. Mais c'est une toute petite partie et on pense au témoignage qu'on a eu justement de Muriel avec son fils qui a été un petit peu provoqué par. Oui. Voilà, il y a peut-être un petit peu de ça, mais je pense que c'est vraiment une minorité. Oui, c'est une minorité et puis. Les personnes, d'abord, toutes les modifications qu'elles peuvent demander, par exemple, ça va à la personne même de décider finalement ce qu'elle veut modifier ou pas.
Mais on voit bien, puisque votre ami n'a pas demandé d'hormones. Et puis en plus, les chemins, non, moi j'ai aussi des personnes plus âgées, hein, des jeunes bien sûr, et des moins jeunes. Et en fait, le chemin qu'elles vont faire, il est tout à fait individuel. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont passer par un chaman, d'autres par une psy, d'autres par rien de tout ça, qui font du yoga, d'autres qui montent à cheval. D'autres qui s'occupent de chiens. Il y a les associations aussi. Et il y a les associations en plus, LGBTQIA+. Donc oui. Donc finalement, le chemin, il est individuel à chaque fois. Et chacun va choisir son chemin, sa voie. Et c'est peut-être ça le chemin que chacun devrait faire d'ailleurs. Parce que finalement, est-ce qu'on est vraiment, à part ce chemin-là de découverte de soi-même et de qui on est vraiment, est-ce qu'il y a un autre chemin intéressant ? C'est peut-être la question qu'on pourrait se poser. Merci en tout cas Marlène, merci d'avoir réagi. Et puis on va se retrouver avec notre sexo conseil. On va parler justement d'une expérience homosexuelle. J'avais envie comme ça aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Alors, on parle de la question trans, Marie-Laure Peretti, avec vous. Je rappelle que vous avez fait votre thèse sur cette question il y a 20 ans, donc vous connaissez très très bien. Mais là, je vais parler d'une expérience homosexuelle dans ce sexe au conseil, ce qui n'a strictement rien à voir, parce qu'on peut être trans et être homo, ou hétéro, ou bi, ou pan, ou etc. Alors, pourquoi pas c'est un sexe au conseil que j'ai voulu exprès provocateur. Hein, j'aime bien, de temps en temps. Voilà, pourquoi pas aller chercher de l'autre côté, aller jeter un œil, comme ça vous serez fixé si vous êtes vraiment 100% hétéro ou pas. Parce c'est vrai qu'on entend de plus en plus de gens qui se disent bi. Les gays aujourd'hui représentent à peu près 10% de la population. Hein. J'ai fait ma petite enquête. Et il n'y aurait que 4% d'hétéros qui auraient eu une aventure homosexuelle. À mon avis, il y a plus aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont plus à même d'avoir... Je pense que c'est plus chez les hommes qui auraient que 4%. Mais enfin bon. Alors, pourquoi pas tenter une expérience avec une rencontre de passage. Il y a aujourd'hui des sites spécialisés, des clubs avec des annonces libertines. Et partez du principe que vous y allez en curieux. Donc, vous êtes obligé de rien. Vous pouvez dire stop à tout moment. Mais pour ça, il faut évidemment avoir prévenu votre partenaire occasionnel que vous êtes débutant dans cette expérience homo. En général, dépuceler quelqu'un de l'autre bord, ça excite beaucoup les homosexuels, hommes ou femmes. Ils aiment bien pervertir, entre guillemets, quelqu'un. Donc, normalement, ils devraient accepter le deal. Et puis, ne vous inquiétez pas, parce que goûter une fois, c'est pas adopter définitivement. Et enfin, vous comprendrez peut-être mieux la différence entre pratique et orientation. Et peut-être que vous découvrirez que finalement, c'est pas si étrange que ça, et ça augmentera votre potentiel de rencontre, parce que si vous devenez bi, ça multiplie par 2 votre possibilité de rencontre, et ou alors vous serez réellement fixé sur votre hétérosexualité. Voilà. Alors j'ai fait exprès un sexo conseil totalement provocateur, parce que je sais très bien que ça n'a aucun sens tout ce que je viens de dire, mais ça m'a amusé, parce que j'aime bien de temps en temps. Comme je savais que ce serait un sujet un peu polémique aujourd'hui, ça vous fait sourire. Oui, elle est très mignonne, votre petite... il est mignon, le petit sexo conseil. Et la bisexualité, ma foi, c'est très, très bien. Et moi, j'ai fait l'expérience, pensant que les yeux fermés, je reconnaîtrais forcément un homme qui m'embrasse ou une femme qui m'embrasse. Donc j'avais accepté le pari, deal, et je me suis trompée. Et pourtant, j'ai un peu d'expérience. Donc, méfions-nous de ce qu'on affirme de si haut et si fort. C'est souvent parce que ça cache quelque chose. Bonjour Delphine. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Bonjour Delphine. Donc vous êtes trans. Oui, tout à fait. Moi, j'ai fait ma transition. Donc, j'avais 38 ans. Donc, je suis passé de homme à femme. Je me suis toujours sentie femme au fond de moi depuis toute petite, en fait.
Et j'ai fait que 4 opérations. L'opération du visage, donc en 2 fois, il y avait la cranioplastie, donc c'est le haut du visage, et après la génioplastie, c'est au niveau du menton. Oui. Et ensuite, j'ai fait la mammoplastie et la plus importante pour moi, la vaginoplastie. Oui. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Beaucoup mieux. Ah bah voilà. Beaucoup mieux, du moment où... déjà du moment où... Et j'imagine que vous avez pris des hormones dès le début de votre transition. Alors oui, les hormones après c'est à vie. Hein. Les hormones, malgré les opérations, alors l'oestrogène du coup pour moi, c'est à vie en fait. Hein. Il n'y a pas de possibilité d'arrêter. Mais non, après voilà, du moment où j'ai fait mon coming out, j'étais vraiment moi, j'ai pu assumer qui j'étais, et forcément je me sentais beaucoup mieux dans ma peau et dans mon corps. C'est intéressant parce que vous dites j'étais vraiment moi. Oui. Et c'est ça que les gens ont du mal à comprendre, c'est-à-dire que oui, vous étiez pas vraiment vous-même, quoi. Il fallait tout ça pour vous sentir vraiment moi. Mais c'est ça. Oui. C'est ça, il fallait. Après, il faut être. On cherche toujours l'approbation de la société au départ. Et puis en fait, du moment où on se sent vraiment bien. Alors, moi, je vais vous donner une petite anecdote personnelle qui évidemment rien à voir, mais qui va peut-être aider beaucoup de gens qui nous écoutent à comprendre. Cet été, j'avais envie de me couper les cheveux courts. Et j'avais autour de moi plusieurs personnes qui m'ont dit mais tu peux pas, tu es Brigitte Lahaie, il faut que tu gardes des cheveux un peu féminins, un peu longs et tout. Puis j'ai dit zut, j'ai vraiment envie d'être vraiment moi, et je me suis coupé les cheveux. Et aujourd'hui tout le monde me dit c'est super, ça te va très bien, etc. Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous racontez, Delphine ? Exactement. Alors moi j'ai eu plein de... C'est ça, mais j'invite vraiment tout le monde à se poser la question. Tout le monde à un moment a dû dire à ses amis j'ai envie de changer de tête, j'ai envie de changer de chi, et en face on a forcément des gens qui nous disent mais non c'est pas vraiment toi, mais si on sent que c'est vraiment moi, si, il faut le faire. Mais même pas forcément. Alors oui, les amis évidemment, mais même des gens que je côtoyais occasionnellement, qui m'ont connu avant. J'étais quelqu'un d'assez introverti. Je rougissais. J'étais rouge écarlate du moment où on m'adressait la parole. Une vraie fille, quoi. Oui, mais c'est vrai. Et en fait, du moment où j'ai commencé ma transition, où je me suis assumé vraiment dans la rue, ces mêmes personnes m'ont dit mais t'es rayonnante, t'es resplendissante aujourd'hui. T'es une autre personne. Voilà. Vous êtes devenu vous-même, oui. Oui, c'est ça, tout à fait, ouais. Tout à fait. Oui, Delphine. Tout à fait. Après, c'est pas une lubie, bien sûr. Ah non, que c'est pas une lubie. Puis attendez, il faut les subir, les 4 opérations. Les opérations, l'hormonothérapie, le regard et le jugement des gens, des fois dans la rue. Tout ça, effectivement, il faut quand même avoir un sacré mental. Oui. Mais comme je dis, en fait, quand on rentre dans ce parcours de transition, on apprend énormément sur nous-mêmes au final. Oui, c'est juste. Et on est beaucoup plus forte que ce qu'on peut croire. Alors, c'est votre cas. Est-ce que c'est le cas de toutes les personnes qui font cette transition, Marie-Laure Peretti? Il y en a que ça doit... Il y a tout, on est d'accord. Oui, il y a de tout. Il y a des personnes, c'est comme vous, Delphine, c'est formidable. Vraiment, ça se passe très bien. Puis il y a des personnes qui vont moins bien et pour lesquelles de toute façon, c'est compliqué. Est-ce que c'est la transition qui est compliquée? Peut-être que non. Peut-être que c'est simplement la personne en elle-même qui a vécu des choses douloureuses, difficiles, et ces choses douloureuses, difficiles, continuent de la perturber. Voilà, c'est pas la transition qui provoque. C'est pas magique, quoi. Il faut pas se raconter d'histoire. C'est ni diabolique. Voilà, oui, c'est ça. Après, moi, si vraiment j'avais un conseil aujourd'hui à te donner, allez-y, oui. Ça serait, alors effectivement, aujourd'hui, malheureusement, la consultation psy n'est plus obligatoire. Même la consultation endocrinologue n'est plus obligatoire. Aujourd'hui, un généraliste peut donner l'hormonothérapie. Alors, je dis pas que les généralistes sont mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est quand même bien de voir une endocrinologue ou un endocrinologue. Moi, personnellement, mon généraliste, il est complètement perdu quand j'arrive dans son cabinet, quoi. Après, c'est vrai que le parcours de transition est quand même relativement compliqué. Il est lourd.
c'est pas rose tous les jours. Et vraiment, je conseille d'avoir un suivi psy, alors que ce soit psychiatrique, enfin un psychiatre ou à condition que ce soit quelqu'un comme Marie-Laure. Hein. Et puis, mais oui. Delphine, vous savez, en France, on pourrait se dire qu'il y a plein de gens qui auraient besoin de faire une thérapie. Les gens malheureux, les gens agressifs, les gens colériques, les gens violents, les gens violents. Enfin, il y a plein de gens qui auraient besoin de faire une psychothérapie. Les gens qui font des enfants et qui sont complètement à côté de la plaque. Oui, qui les abandonnent. Qui les jettent dans la poubelle. Voilà, par exemple. Donc, vous savez, la population française, je crois que c'est entre 5 et 6% de personnes qui font du travail sur eux. 10%, c'est pas beaucoup, hein. 10% aux États-Unis. C'est pas beaucoup. Mais non. Pourquoi est-ce qu'on devrait forcer les trans à faire forcément une thérapie? Vous voyez? Alors, je dis pas qu'il faut forcer, c'est pas ce que je suis en train de dire. Okay. Mais je conseille d'avoir. Oui, qu'on fasse pas ça parce qu'on a un moment de dépressif ou un moment difficile et qu'on croit qu'il suffit de changer de sexe pour aller mieux. C'est dans ce sens que vous dites ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que le parcours est compliqué. Après, moi, je conseille évidemment de voir un psy, d'avoir un suivi psy, mais effectivement quelqu'un qui s'y connaît dans la transition. Moi, quand j'ai commencé parcours, j'étais avec un psy qui connaissait absolument rien, qui n'avait rien à faire de moi, et ça a été un enfer. Après, j'ai rencontré le psy qui me suit encore aujourd'hui et qui lui est vraiment spécialisé dans la transidentité. Donc là, j'ai vraiment pu m'épanouir grâce à lui. Donc oui, il faut quand même retrouver la personne qui est apte à nos suivre. Oui, mais il faut trouver la bonne personne, parce que moi je me souviens avoir échangé avec un psychanalyste. En plus, il était complètement qui avait comme initiale HF et qui me disait que c'était pour ça qu'il s'était intéressé à la question trans. Vous voyez de qui je veux parler? Ah oui, très bien. Et franchement, moi c'est comme ça que j'ai démarré la compréhension de la question trans. Je suis vite partie en courant en me disant mais c'est pas possible, quoi. Donc vous voyez, et pourtant il est spécialiste dans, je sais pas s'il exerce encore, j'espère que non, mais c'est dramatique, quoi. Vous voyez, donc c'est pour ça, il n'y a pas de. Mais pour ça, si je peux me permettre, Bien sûr, après, alors on a les associations, notamment, moi j'ai créé mon association et on est apte à orienter les gens vers des bons spécialistes. Voilà. Après, évidemment, il ne faut pas y aller à l'aveugle. Mais aujourd'hui, avec Internet, on peut trouver tout. Alors, tout et n'importe quoi, certes, mais on peut aussi trouver des bonnes informations. C'est vrai. Non, mais de toute façon... De toute façon, forcément, c'est toujours bien de se faire aider si on se sent en souffrance, si on est un peu perdu, oui, tout à fait. Quel que soit d'ailleurs le problème. Hein. Oui. Donc votre conseil est tout à fait à entendre, bien sûr, Delphine. Oui. Merci, Delphine. Merci en tout cas de votre témoignage. Merci beaucoup. Est-ce que c'est quand même important qu'on ait eu un témoignage de quelqu'un qui va bien par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis 14 heures. Allez, on fait une petite pause. On va revenir justement sur les questions d'ambiguïté sexuelle à la naissance avec Valérie qui veut rectifier quelque chose. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Les Chevaliers du Fiel, 17h-18h sur Sud Radio. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Marie-Laure Peretti est avec nous, vous êtes sexothérapeute, on évoque la question trans. Valérie, merci de prendre un peu de votre temps, vous voulez rectifier quelque chose, je crois. Bonjour. Bonjour Valérie. Bonjour Brigitte, bonjour Marie-Laure. Peut-être que j'ai mal compris, mais moi j'ai travaillé plus de 30 ans en maternité et j'ai cru vous entendre dire que on choisissait plutôt le sexe féminin quand il y avait une ambiguïté sexuelle. C'est pas du tout ce que j'ai vécu pendant ma carrière professionnelle. Alors, je l'ai en effet dit, mais c'était il y a plus de 50, enfin, il y a peut-être pas 50, mais en tout cas plus de 30 ans. Ah, d'accord. Mais en effet, c'est ce que j'ai dit, mais je crois que ça remonte aux années 60, donc, vous voyez, ça fait 40. Un cariotype, et c'est vrai que après, on se basait sur le cariotype. Alors, des fois, peut-être en grandissant, les enfants ne se retrouvaient pas dans que la médecine avait choisi, mais on faisait quand même un stéréotype. C'était pas systématiquement féminin. C'est ça que je voulais juste rectifier, en fait. Oui, voilà. Écoutez, c'est intéressant ce que vous amenez. Vous savez, ce problème de choisir
avant que l'enfant finalement puisse décider par lui-même ce qu'il veut, eh bien, ça a abouti à des situations très compliquées et même des suicides, en fait, vous savez, tout simplement. Enfin, quand je dis tout simplement. C'était très compliqué pour les parents, parce que des fois, ils avaient cru avoir une fille, et les résultats revenaient et que c'était un garçon. C'était compliqué. Bien sûr. Alors, merci de votre témoignage, parce que c'est intéressant. Quel est le pourcentage, justement, de situations comme ça, très ambiguës ? Je ne pourrais pas quantifier, mais c'est vrai que c'était pas non plus courant. Non, ça c'est sûr, mais non, vous n'avez pas de chiffres. Après, dans ma carrière, j'en ai quand même eu un peu moins de 10, on va dire, sur 33 ans. Oui, donc c'est quand même très très peu. Mais c'est vrai que c'est une vraie question qui pose problème, quoi, parce que c'est un chamboulement pour les parents, mais vraiment. Et j'imagine après, comme elle dit Marie-Laure, pour l'enfant après, quoi. Parce que ça suit toute l'enfance, ou quand on grandit comme ça, et que déjà les parents sont pas bien, et enfin bon, c'est compliqué, hein, vraiment très compliqué. 1,7% des naissances, 12 800 enfants en France. Ah ouais, voilà. C'est pas rien quand même. Non, c'est pas rien. Quand même, pas rien. Oui, en fait, pour revenir. En fait, cette histoire, il y a une histoire qui a fait scandale sur une intervention où en fait un psychologue américain a fait changer un petit garçon de sexe, de genre donc, en lui faisant faire plein d'interventions. Ils étaient jumeaux et le petit garçon s'appelait David. Et comme il avait été circoncis en même temps que son frère, et que la circoncision s'était mal passée, et du coup le pénis avait été endommagé. Et du coup le psychologue avait dit, de toute façon, comme le genre d'un enfant est malléable à souhait, avant 2 ans, on n'a qu'à l'élever en fille. Et c'est ce qu'il a fait. Donc il a fait passer par des chirurgiens, donc avec intervention chirurgicale, et le petit garçon donc est devenu, le petit David est devenu Brenda. Donc il a été élevé en fille. Sauf que un jour, Brenda, qui ne se sent pas bien dans Brenda, qui interroge ses parents, arrive à 14 ans, et en fait, Brenda, elle dit, mais moi, je ne me sens pas Brenda. Et on lui dit la vérité. Et donc on a David, devenu Brenda, redevenu David. Non mais c'est. Et c'est en ça que, à partir de ce moment, ça a fait un scandale aux États-Unis. Et ça remonte à quand 1950, 60, je dirais, quelque chose comme ça. Ces années-là où la médecine était toute puissante. Oui. Et là, évidemment, aujourd'hui, on va arrêter de faire des chirurgies beaucoup trop prématurées. Précoces, oui. Voilà, c'est ça. Mais il y avait, je me souviens de parents, dans tout ce que j'avais vu, qui m'avait dit nous on verra c'est l'enfant qui dira ce qu'il ressent. Mais sinon les gens se tournaient quand même plus vers la médecine, en disant bon, le cariotype il a dit ça. Parce que la chirurgie, vous voulez dire? Oui, puis les traitements hormonaux, tout ça, quoi. C'est compliqué aussi pour un parent d'être face à un enfant sans savoir si on dit il ou on dit elle, quel prénom. C'est un bouleversement, c'est vrai. Alors après, on a des prénoms mixtes, généralement, j'imagine, c'est ce qu'ils choisissaient. Tout à fait. Mais c'est compliqué. Oui, mais parfois, on ne sait pas. C'est-à-dire, ce que vous écrivez, au départ, on pense que c'est une fille, et en fait, c'est un garçon, parce que les testicules descendent, par exemple. Ou alors l'inverse, on pense que c'est un garçon, en fait, non, c'est une fille. Elle aura juste des lèvres, des grandes lèvres un peu plus grandes, ou un clitoris un peu développé, ça arrive aussi. Non, mais c'est... Donc, je voulais juste, dire ça, parce que je savais pas, moi, par contre, aux États-Unis, ils faisaient ça, quoi. C'était d'emblée une fille. Oui. Mais ça a été comme ça jusqu'au début des années 60, je pense. Mais parce que c'était peut-être plus même. Mais c'était une époque où, de toute façon, encore une fois, c'était vraiment la norme hétérosexuelle, puisque même l'homosexualité était particulièrement
caché, critiqué, mal vu, etc. Mais en même temps, ce que je veux dire quand même, et là je pense qu'il y a des auditeurs qui seront contents de m'entendre dire ça, c'est quand même mieux pour un enfant en bas âge qu'il sache si c'est ce qu'il est. Parce que si on lui dit, écoute, on ne sait pas, tu es garçon, tu es fille, ça peut être aussi... Comme ça, vous voyez, c'est toujours mieux de se construire après en opposition à ce qu'on nous a dit que de ne pas avoir de repères. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Mais de toute façon, je pense que comme on est élevé dans les représentations des parents. Mais oui. Donc, de toute façon, même si donc le garçon ou la fille que le parent imagine, ça doit pas être le même, j'en suis sûre. Non, ça, dans la clair. tête des deux parents, c'est pas le même. Donc déjà. Donc, du coup, sauf que maintenant ils ont parfois plus de parents. donc. Si effectivement, c'est peut-être plus simple, plus carré si un parent. Mais je me dis que même s'il ne sait pas, le parent, de toute façon, il aura ses projections. Donc, il va rêver d'un enfant licorne, peut-être un garçon licorne ou une fille, je ne sais pas, ours. Et puis ça, c'est-à-dire comme tout le monde. De toute façon, l'enfant, quand il grandira, il faudra qu'il se débarrasse de la licorne projetée par sa mère ou l'ours projeté par le père, ou voulu par le père, le médecin, l'avocat, toutes ces représentations que nous avons pour nos enfants, nos désirs de réparer. Quand on a des enfants, c'est qu'il y en a un besoin de on répare plein de choses. En fait, on ne répare rien du tout, mais bon. C'est pour ça que vous êtes là, les psys. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. En tout cas, merci pour vos émissions. Et justement, Valérie, puisque vous avez été face à ces parents qui tout d'un coup prennent leur enfant dans les bras, aujourd'hui, pratiquement tout le temps, les parents savent si c'est une fille ou un garçon qui va arriver. Mais est-ce que vous avez vu des parents qui étaient particulièrement déçus parce que tout d'un coup on leur met un petit garçon dans les bras alors qu'ils rêvaient d'une petite fille, ou le contraire? Parfois oui, parce que pendant 9 mois ils ont, comme elle dit, fantasmé, leur bébé, tout est en rose, toute la chambre est prête, il y a tout un chamboulement, comme je disais tout à l'heure, qui fait que des fois l'attachement il était difficile. Elle disait qu'elle l'aimait, pas tout le monde, attention. Non, bien sûr, mais c'est intéressant. Oui. Mais il y a eu des fois où c'était compliqué. Et donc on voit bien que déjà là, ça part avec un petit caillou dans la chaussure, quoi. Et en fait, les gens étaient dans l'attente des résultats. Vite qu'on sache si c'est vraiment encore un garçon comme on l'avait voulu ou s'il va falloir faire. Des fois, elle disait faire avec, quoi, parce que ça chamboule tout, tous les projets, tout, comme vous disiez, ce qu'on imagine de son bébé, comment on l'a représenté. Exactement. Et alors, je vais vous donner une info en fin d'émission qui est quand même intéressante. Vous savez qu'il y a eu énormément de petites filles tuées à la naissance parce que c'était des petites filles. Eh bien, le courant est en train de s'inverser. De plus en plus de parents préfèrent avoir une fille qu'un garçon en France. Oui, parce que... Et c'est intéressant quand même, ce changement qui aurait paru tout à fait impossible il y a 25 ans, quoi. C'est incroyable. C'est fou, comment la société bouge. Alors après, on va pas tuer les petits garçons, rassurez-vous. Je crois qu'on n'en est pas là. Et puis, je crois qu'en France, on n'a quand même pas beaucoup tué de petites filles. C'est dans d'autres pays. Mais c'est fou, de voir comment les choses peuvent s'inverser. Donc, soyons toujours ouverts à l'évolution. Et puis, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire, Valérie. Ouais. En tout cas, merci de votre intervention, parce que c'est important. Comme ça, on laisse pas passer de mauvaises informations. Merci beaucoup. Merci Marie-Laure Peretti, c'était vraiment un plaisir de vous retrouver et bravo pour le travail que vous faites tous les jours. Demain, on sera avec Christophe Bourgoin. Constantini travaille beaucoup sur nos 10 intelligences et on verra quelles sont les plus intelligentes en amour. Et tout de suite, vous retrouvez Marie pour C'est votre avenir. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Bravo pour votre score d'audience, ça devient impressionnant. Faites attention, vous allez avoir beaucoup d'ennemis.